Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Perspective stratégique. Collection dirigée par Camille Grand. La Fondation pour la recherche stratégique, FRS, a pour objet de développer le débat et les recherches stratégiques en France et de faire rayonner la pensée française en matière de politique de défense et de sécurité. Ces travaux englobent les dimensions les plus variées relatives à la défense, questions militaires, technologiques, mais aussi touchant au terrorisme et aux nouvelles menaces. Disposant d'une équipe de recherche du plus haut niveau, elle s'appuie aussi sur un réseau de chercheurs étrangers dont elle cherche à faire connaître les travaux. La collection Perspective stratégique est héritière de l'activité des centres de recherche, dont la fusion en 1998 a concouru à la création de la FRS. Déjà paru. Brahim Saïdi, l'OTAN et la Maghreb, 2014. Jean-Yves Moisseron, Mohamed Hadar, La transition économique en Tunisie, 2012. PBECKOUCHE, Z Luçon, ATAITHE, L'eau en Méditerranée, fonder une stratégie commune. Service de l'eau, climat et sécurité, 2010. François Barlier, Coord, Galiléo. Un enjeu stratégique, scientifique et technique, 2007. Jean-Jacques Party, L'ombre déchirée, la puissance aérienne contre la terreur, 2007. Jean-François Daguzan et Hélène Masson, L'intelligence économique. Quelle perspective, 2004. Dédicace. À la mémoire de ma mère. Yamina Benantar. Décédée le 3 mars 2011. Note sur l'orthographe et le système de transcription. Les systèmes de transcription recèlent au moins un défaut, ils rendent parfois des noms connus incompréhensibles. Cependant, il faut en adopter un. Nous avons retenu celui de l'Encyclopédie de l'Islam, en procédant à 3 légers ajustements. D'abord, lorsque des mots ou des noms propres arabes ont une forme familière en français, c'est cette dernière qui est employée. Par exemple, si nous suivons les systèmes de transcription, nous écrirons Hezbollah, alors que l'on écrit par convention en français Hezbollah. Ensuite, le préfixe al est donné à la première occurrence d'un nom arabe mais oublié ensuite. Al-Kawakibi, Kawakibi. Il est employé même devant les lettres solaires. Dans le classement des références bibliographiques, l'article al est maintenu. Enfin, nous avons utilisé la lettre Q comme équivalent de alors que ce système utilise K. Cette modification est nécessaire pour mieux saisir la différence entre Q et K. Introduction. Suite à la crise du Golfe en 1990 à 91, sur fond de mutations internationales profondes, fin de la guerre froide, on s'est particulièrement interrogé dans le monde sur les possibilités de constituer un nouvel ordre arabe, après cette crise qui a largement fracturé cette région du monde aux divisions chroniques. L'appel à un nouvel ordre arabe, exprimé par un grand nombre d'auteurs arabes, est devenu une revendication officielle portée par les dirigeants arabes, dans le cadre du processus de réconciliation interarabe lancé après la guerre du Golfe. Les mutations profondes qu'a connues la scène internationale en 1989 à 1991, chute du mur de Berlin, effondrement des régimes communistes, disparition de l'URSS, ont été décisives pour la fin du système de la guerre froide. La situation était plutôt inédite. Pour la première fois, le passage à un ordre nouveau s'effectuait sans guerre. En revanche, sur la scène arabe, c'est la guerre qui devait marquer les transformations dans la région au début des années 90. La guerre froide globale s'est terminée sans se transformer en guerre chaude, alors que la guerre froide arabe des années 50 et 60, que l'on croyait définitivement terminée, s'est transformée en guerre chaude. Invasion du Koweït par l'Irak, dont les prétentions territoriales sur le Koweït et le désir hégémonique sur le monde arabe sont anciens. Le conflit Est-Ouest qui a permis, à certaines occasions, de mettre fin à des guerres au Moyen-Orient, a aussi entravé toute possibilité de solution négociée. Mais après sa disparition, la donne a changé tant sur le plan international que régional. Même si bien avant la fin de la guerre froide, la passivité de l'URSS lors de certains événements, invasion du Liban en 1982 par Israël, et la politique de Mikhaïl Gorbatchev, dès le milieu des années 80, ont incité davantage à la recherche de solutions négociées au conflit et privé certains pays arabes du soutien soviétique. Secoués par les mutations internationales de la fin de la guerre froide,
le monde arabe sera rapidement ébranlé par l'invasion du Koweït, un véritable traumatisme pour les Arabes, qui a confirmé la fin de l'idéal unitaire panarabe. Si chaque mutation, internationale et régionale, a sa propre dynamique, il est clair que la détente à l'échelle internationale a engendré une détente sur le plan régional permettant d'entreprendre ce que la logique Est-Ouest ne permettait pas, ou en tout cas n'encourageait pas. En ce sens, la crise du Golfe a confirmé l'importance de l'interférence entre le système régional arabe et le système international. Par le passé, la rigidité idéologique, résultant de la rivalité Est-Ouest, a eu pour effet des luttes interarabes, mais son relâchement a entraîné un affaiblissement de ces luttes et un rapprochement entre les deux camps. Régime dit progressiste, Égypte de Nasser, Syrie, Irak après 1958, Algérie de Boumedienne, et régime dit conservateur, Arabie Saoudite, Jordanie, Maroc, monarchie du Golfe. Toutefois, la dynamique politique locale n'obéissait pas toujours au prisme Est-Ouest. Les affrontements entre régimes progressistes étaient plus intenses qu'entre progressistes et conservateurs. Bien avant la fin de la guerre froide, ce modèle de politique interarabe a disparu, laissant la place à un rapprochement entre régimes et à une sorte de désidéologisation de la politique interarabe. Il y avait, dans une certaine mesure, une autonomie des politiques régionales par rapport à la rivalité entre les deux superpuissances. En effet, il convient de relever que contrairement aux schémas habituels, les acteurs régionaux pouvaient agir dans une logique contraire à la logique bipolaire. Anwar al-Sadat ne voyait-il pas dans les États-Unis seuls la clé du conflit arabo-israélien alors que tout le monde raisonnait en termes bipolaires? Il s'agit là d'une manière d'affirmer à la fois le lien indissociable entre politique régionale et internationale, et une négation de la bipolarité, URSS. Il ne considérait pas celle-ci comme un appui dans les stratégies concernant les équilibres susceptibles de conduire à une solution du conflit arabo-israélien. Il s'agit là, dans une certaine mesure, d'une continuité avec Gamal Abdel Nasser qui attendait aussi quelque chose de la part des États-Unis en acceptant le plan Rogers. Juillet 1970. À l'instar du monde bipolaire, le monde supposé unipolaire peut aussi masquer des réalités interarabes, des dynamiques propres aux acteurs de la région, qui ne sont pas prisonnières du prisme de la puissance dominante, en l'occurrence les États-Unis. Les pays arabes de la coalition anti-irakienne, 1990 à 1991, notamment ceux du Golfe, se sont, à maintes reprises, démarqués de la politique américaine à l'égard de l'Irak. Critique de l'opération Renard du désert de décembre 1998. Malgré la désapprobation américaine, ils ont entamé une normalisation avec l'Irak. Tout cela reflète bien l'existence de cette logique locale, qui n'obéit pas toujours à la logique mondiale. Cet ouvrage analyse l'évolution des politiques interarabes et leurs influences réciproques à l'échelle régionale, arabe et moyenne-orientale, 1945 à 2000, notamment depuis l'invasion du Koweït par l'Irak, août 1990, et le début du processus de paix arabo-israélien avec la conférence de Madrid, octobre 1991. L'idée centrale de cet ouvrage part de l'hypothèse selon laquelle la région arabe connaît depuis des décennies une opposition entre deux conceptions de l'ordre régional. Une conception nationaliste, qaoumi, arabe et une conception géopolitique moyenne-orientale. Il s'agit là de deux projets opposés. Le premier, défendu notamment par les nationalistes arabes, vise à créer un ensemble exclusivement arabe. Les pays de la région ayant une unité de langue, de religion, d'histoire, de culture, devaient établir leur propre système. Le second est moyen-oriental, géopolitique. Il opte pour un ordre régional élargi, dans lequel les pays arabes sont des États parmi tant d'autres. Il est défendu notamment par les États-Unis, Israël, la Grande-Bretagne et la Turquie. Durant la guerre froide, notamment de la campagne de Suez jusqu'à la guerre des 6 jours, la compétition entre les deux systèmes était très intense. Il s'agit donc d'analyser les interactions régionales, arabo-moyen-orientales, illustrées par une rivalité entre un ordre arabe et un ordre moyen-oriental. Il y a une dynamique d'interférence entre les deux, dans la mesure où des États arabes n'hésitent pas à brouiller les frontières entre les deux cadres, arabe et moyen-oriental, lorsqu'ils constatent que l'équilibre des forces interarabes ne leur est pas favorable.
Cette interférence s'explique également par le fait que le monde arabe fait aussi partie de cette région du Moyen-Orient, dont la délimitation est controversée, et par le fait que tous les pays de la région, excepté Israël, sont musulmans. Cette opposition entre deux projets persiste et se retrouve propulsée au cœur de l'actualité, dans le monde arabe, après la guerre du Golfe et l'enclenchement du processus de paix arabo-israélien. Mais il ne s'agit plus d'opposer un ensemble arabe panarabiste à un ordre moyen-oriental piloté par les États-Unis et Israël. Après la fin de la guerre froide et dans le contexte de paix arabo-israélienne, cette opposition ne peut perdurer. Mais les interrogations sur la place du monde arabe dans le nouveau Moyen-Orient et le partenariat euro-méditerranéen, processus de Barcelone, ainsi que sur la nature des rapports interarabes après le séisme du Golfe demeurent. C'est un nouveau contexte même si ces deux éléments ne font que confirmer des tendances déjà perceptibles depuis plusieurs années. Nous nous efforcerons d'analyser l'évolution de cette opposition et ses mutations, démontrer comment une acceptation arabe graduelle de la conception moyenne-orientale s'est-elle opérée au fil des années, pour devenir officielle au début des années 80. Nous démontrerons aussi comment les rapports interarabes se sont normalisés de façon éloignée de la perspective de l'idéal unitaire panarabe, au profit d'une coopération économique, zone de libre-échange interarabe, et en passant par une reconnaissance définitive de la légitimité de l'État territorial arabe, qui a fini par s'imposer aux grandes dames des panarabistes unitaires. Eu égard à la nature de la problématique à la base des réflexions qui vont suivre, et pour mieux apprécier le sens de cette opposition entre ces deux conceptions, ces évolutions depuis les années 50 et le sens de la nouveauté induite par la crise du Golfe et le processus de paix arabo-israélien, un rapide rappel rétrospectif est nécessaire. Les années 50 furent marquées par une bataille sur la définition de l'ordre régional. À la thèse de l'ensemble moyen-oriental préconisé par l'Irak, avant juillet 1958, l'Égypte opposait une définition exclusivement arabe et une priorité absolue aux liens politico-stratégiques interarabes. La période allant jusqu'à la guerre des 6 jours correspondait à la phase de l'affirmation du panarabisme militant et à celle de l'exclusivisme arabe. La transformation de la guerre froide interarabe en guerre chaude, conflit armé au Yémen, et le début des surenchères interarabes concernant le conflit arabo-israélien sont les principales caractéristiques des années 60. Le panarabisme, qui avait subi un sérieux revers avec l'échec de la République arabe unie, RAU, en 1961, union entre l'Égypte et la Syrie remontant à 1958, est ébranlé à la fin de cette décennie par la cuisante défaite de la guerre des 6 jours, 1967, face à Israël. Après avoir atteint son point culminant avec la création de l'ARO en 1958, l'idéologie panarabiste, alors dominante dans le monde arabe, est descendue à son niveau le plus bas. C'est à partir de cette défaite que l'ordre régional arabe amorce sa normalisation, en s'éloignant de la perspective d'un ordre radical, piloté par un panarabisme unitaire militant. Les années 70 ont été marquées par la confirmation de la normalisation du système régional arabe et par l'affirmation de l'État territorial comme entité légitime contre le nationalisme arabe unitaire. Mais c'est la montée en puissance des pays pétroliers, suite au choc de 1973 lors de la guerre du Ramadan-Kippour qui marquera cette décennie. Le panarabisme unitaire cède alors sa place à un panarabisme pragmatique, et le discours sur la solidarité arabe se substitue au discours sur l'unité arabe. La désidéologisation du système régional arabe est désormais amorcée. Celui-ci se normalise et devient interétatique, après la reconnaissance et l'enracinement de l'État territorial. La fin de l'idéologie d'exclusivisme arabe sera confirmée par les décisions diplomatiques de Sadat qui se rend à Jérusalem, 1977, et signe les accords de Camp David, 1978, puis le traité de paix, 1979 avec Israël. Désormais les lignes de démarcation politico-stratégiques arabes non-arabes se sont diluées. Durant les années 80, le monde arabe connaît des problèmes économiques, aggravation de la question de la dette, échec des programmes de développement, suite au contre-choc pétrolier. Sur le plan politique, la guerre Irak-Iran divise les États arabes et provoque l'effritement des lignes de démarcation arabes non-arabes,
mais permet néanmoins le retour de l'Égypte sur la scène arabe après son exclusion de la Ligue, suite aux accords de paix avec Israël. Ce retour s'est effectué sans qu'elle renonce aux accords de Camp David, qui sont en quelque sorte arabisés de manière implicite. L'acceptation par le sommet arabe de Fès, septembre 1982, d'Israël. L'invasion du Liban par l'armée israélienne, en juin 1982, a montré l'incapacité des pays arabes à agir face à Israël. C'est l'intifada, dans les territoires palestiniens occupés, qui ébranlera les certitudes israéliennes et focalisera l'attention sur les territoires palestiniens. La crise du Golfe, 1990 à 1991, et l'accord israélo-palestinien d'Oslo, septembre 1993, confirment l'effritement des lignes de démarcation entre arabes et non-arabes. Les 2 dernières décennies du siècle écoulé ont été marquées dans le monde arabe par l'échec économique des différentes stratégies de développement et par la montée des mouvements islamistes, dont certains ont recouru à la violence. La stagnation économique et la chute des recettes pétrolières d'un côté, et la croissance démographique de l'autre, ont obligé les États arabes, incapables d'honorer leurs dettes, à recourir au FMI et à la Banque mondiale qui leur imposent des plans d'ajustement structurel, au coût social élevé, suppression des subventions des produits de première nécessité, licenciements. Par ailleurs, à la différence de beaucoup de régions du monde, le monde arabe reste plutôt indifférent à la vague de démocratisation. Les régimes en place se maintiennent avec quelques ajustements de façade, un pluralisme contrôlé ou limité. À l'inverse de l'ouverture économique, libéralisation et économie de marché, qui a fait son chemin, la démocratisation demeure le parent pauvre des réformes dans le monde arabe et ce, malgré une montée en puissance de la société civile et des revendications démocratiques qui se précisent chaque jour. La situation de blocage politique que connaissent certains pays a conduit à l'émergence de groupes islamistes extrémistes violents, notamment en Algérie et dans une moindre mesure en Égypte. À ces troubles, il faut ajouter les conflits ouverts dans certains pays comme le Soudan et la Somalie. Les importantes mutations que le monde arabe a connues depuis les années 50 ont retenu l'attention des chercheurs qui se sont attachés à décrire, analyser ces changements et leurs implications notamment sur la politique régionale, arabe et moyen-orientale. Les différents aspects de ces mutations ont été bien analysés par de nombreux auteurs, sur lesquels nous nous appuierons dans cette recherche, et qui ont bien démontré la dynamique de cette opposition entre les 2 conceptions arabes et moyen-orientales. Nous nous efforcerons dans le présent ouvrage, de tenir compte de l'ensemble des enjeux régionaux en essayant d'échapper à certains prismes qui caractérisent une partie de la littérature arabe, même s'il y a une littérature critique comme nous le verrons qui remet les pendules de l'analyse à l'heure. Les prismes israélo-arabes et moyen-oriental global et régional, Israël, Iran, Turquie et interaction avec les acteurs majeurs notamment les États-Unis, faussent souvent l'appréciation des interactions régionales et minimisent le rôle des interactions interarabes dans la définition de la politique régionale, y compris dans sa dimension moyen-orientale. La redéfinition de la politique régionale ne touche pas seulement les rapports des Arabes avec leur environnement moyen-oriental et international, mais surtout les rapports interarabes. Cette réalité régionale est aussi celle de 2 logiques, arabe et moyen-orientale, certes différentes, mais pas forcément toujours opposées, comme ce fut le cas durant la guerre froide. Dans un contexte de paix, elles ne peuvent continuer à s'opposer. D'ailleurs, des questions qui relevaient jadis du cœur de la politique interarabe, coopération militaire interarabe, sont devenues régionales, moyen-orientales, en raison des mutations induites par le processus de paix. Les problèmes tels que la prolifération des armes de destruction massive, la pénurie d'eau, l'écologie concernent les États arabes au même titre que la Turquie, Israël et l'Iran. Cette nouvelle donne pose le problème du statut d'Israël dans l'environnement stratégique arabe. Et des questions interarabes prennent une véritable dimension régionale, moyen-orientale. Ainsi, la Jordanie ne peut permettre le stationnement sur son territoire de soldats venant d'autres pays arabes, sous peine de violer le traité de paix signé en octobre 1994 avec Israël. En outre, la lutte entre l'exclusivisme arabe et l'ordre moyen-oriental masque en réalité le conflit concernant le leadership du monde arabe entre différents États arabes. Dès les années 50,
La lutte pour le leadership arabe a opposé différents États, notamment l'Égypte de Nasser à l'Irak monarchique avant juillet 1958, puis républicain à l'Arabie saoudite. Ce conflit de leadership a été mené au nom de l'idéologie unitaire panarabiste mise en réalité au service de l'État territorial qu'elle est censée combattre. Nasser ne concevait l'unité du monde arabe que sous la houlette de l'Égypte. L'Irak, monarchique et républicain, ne concevait également l'unité de l'ensemble arabe que sous sa direction exclusive. L'opposition entre les deux conceptions de l'ordre régional s'est traduite par un rejet arabe de la conception moyen-orientale, provoquant des conflits politiques, comme l'ont montré la lutte entre l'Irak de Saïd et l'Égypte de Nasser sur le pacte de Bagdad, dans les années 50, et la bataille concernant le pacte islamique saoudien entre le roi Faisal et Nasser dans les années 60. Ces deux premières batailles furent parmi les épisodes les plus importants de la guerre froide interarabe. La diplomatie de Sadat, durant les années 70, a été aussi une illustration d'un brouillage et d'un effritement du cadre nationaliste arabe au profit de celui de l'ensemble géopolitique moyen-oriental. Les panarabistes, notamment l'Égypte et la Syrie, étaient pour un ensemble exclusivement arabe, tandis que leurs rivaux, essentiellement les monarchies saoudiennes, irakiennes et jordaniennes, optaient plutôt pour un ensemble moyen-oriental musulman pour faire face à la poussée rapide du panarabisme. Ces monarchies ont alors essayé de faire participer des acteurs régionaux, Turquie, Iran, Pakistan, non-arabes à la politique interarabe, sous l'étiquette religieuse, d'où l'interférence entre les deux cadres arabes et moyen-oriental. L'Égypte de Sadat pratique la même politique, mais cette fois-ci dans une optique ouvertement moyen-orientale, en signant la paix avec Israël, accord de Camp David et traité de paix. On a alors parlé d'une moyenne orientalisation du système régional arabe. Comment cette lutte entre les conceptions arabes et moyenne-orientales a-t-elle évolué? Quels sont les effets induits par la guerre des 6 jours et les accords de Camp David sur cette lutte de distinction? Celle-ci a-t-elle un sens après la guerre du Golfe et l'enclenchement du processus de paix arabo-israélien? Quels sont les choix du monde arabe dans le nouveau Moyen-Orient? Que devient le nationalisme arabe après les échecs successifs des mouvements et régimes se réclamant de cette idéologie, et après l'invasion du Koweït? Le monde arabe n'est-il pas tiraillé entre 3 alternatives? Une coopération économique arabe renforcée, zone arabe de libre-échange, en rupture avec tout projet politique unitaire d'antan, l'adhésion à des arrangements politiques et économiques moyen-orientaux, dans lesquels Israël, la Turquie et l'Iran seraient les États dominants, et enfin le projet du partenariat euro-méditerranéen? Comment les États arabes peuvent-ils combiner ces 3 choix, en adhérant en même temps à ces différents projets régionaux? En somme, en quels termes se pose désormais la problématique ordre arabe-ordre moyen-oriental? Les Arabes ne redoutent-ils pas que les nouveaux arrangements au Moyen-Orient et en Méditerranée ne conduisent à une restructuration géopolitique du monde arabe? Mais les interrogations sur le devenir du monde arabe dans la nouvelle architecture internationale et régionale ne peuvent se poser uniquement par opposition à autrui, elles doivent aussi se poser dans un cadre interarabe. C'est dans cette optique que sera analysée la guerre du Golfe. L'invasion du Koweït est considérée comme la seconde grande discorde dans l'histoire. Elle a non seulement divisé les régimes arabes, déjà en proie à des clivages profonds, mais aussi les peuples arabes et soulevé des interrogations sur le sens même du monde arabe, sans parler des notions chères aux panarabistes, nation arabe, patrie arabe, unité arabe. D'autres parlent encore de la grande guerre civile arabe pour qualifier la crise du Golfe. Après l'échec du panarabisme unitaire qui remonte aux années 60, que devient le nationalisme arabe après l'invasion du Koweït? Les nationalistes arabes acceptent-ils finalement la légitimité de l'État territorial? Sans aller jusqu'à affirmer que le monde arabe n'existe pas, comme l'ont fait imprudemment certains, nous pouvons toutefois nous interroger: que reste-t-il du monde arabe après la guerre du Golfe? Une réconciliation interarabe est-elle possible après l'acte de l'Irak? Pour être complet, il convient d'indiquer les étapes de l'évolution du système régional arabe qui structure le plan de cet ouvrage. Il est toujours difficile de définir des étapes historiques, dans la mesure où les dates de chaque étape sont souvent arbitraires et controversées. Mais nous pouvons néanmoins diviser l'évolution du système arabe en 4 étapes, 1945 à 1961,
Cette étape comprend deux phases, celle de l'émergence d'un ensemble arabe 1945 à 1953 et celle de l'affirmation de l'idéologie panarabiste et de son déclin 1953 à 1967, 1967 à 1978, 1978 à 1990 et 1990-91e-2000. Selon cette division, il y a 4 années charnières. 1955, la bataille des alliances au Moyen-Orient et l'affirmation d'une conception pan-arabe. 1961 qui voit éclater la première expérience d'unité arabe constituant ainsi le plus grand revers du panarabisme. 1967, l'année de la guerre des 6 jours qui a porté un coup fatal de l'extérieur au panarabisme. 1978 à 79, année de la signature des accords de Camp David et du traité de paix israélo-égyptien consacrant l'évolution observée depuis plusieurs années. Et enfin 1990-91e qui est charnière à double titre. Pour la première fois un État arabe envahit et annexe un autre État arabe. Invasion du Koweït par l'Irak. Amorce du processus de paix arabo-israélien. La dernière décennie du XXe siècle est pour le monde arabe celle des recompositions régionales et de la double réconciliation interarabe et interrégionale, entre les deux conceptions régionales, pan-arabe et moyenne-orientale, suivie d'une primauté de cette dernière. Partant de cette périodisation, le présent ouvrage est divisé en 9 chapitres consacrés à l'évolution des relations interarabes et régionales durant la seconde moitié du XXe siècle, avec une focalisation sur la première décennie post-guerre froide en raison des développements qu'elle a connus. Les 4 premiers chapitres, couvrant la longue période 1945 à 1990, sont consacrés à l'étude de la politique interarabe et ses prolongements moyen-orientaux à travers la problématique de la rivalité interarabe et de l'opposition entre les deux conceptions arabes et moyenne-orientales de l'ordre régional. Ils couvrent les phases de l'émergence, de l'apogée et du déclin du panarabisme sous l'égide de l'Égypte de Nasser comme État pivot au sein de l'ensemble arabe. Les 5e et 6e chapitres sont consacrés à la guerre du Golfe et ses répercussions sur le monde arabe, largement fragmenté tant au plan officiel que populaire, et au processus de réconciliation interarabe dans un contexte de redéfinition des relations interarabes et de débat sur le devenir du panarabisme. Le 7e chapitre est axé sur le processus de paix arabo-israélien, dans ses différents volets, palestiniens, jordaniens, syriens et libanais, et sur les interactions interarabes et arabo-israéliennes qu'il a engendrées, rivalité interarabe et problématiques de normalisation. Enfin, les 2 derniers chapitres, 8 et 9, portent sur l'analyse de la nouvelle architecture régionale au Moyen-Orient induite par le processus de paix et sur la place du monde arabe dans les nouveaux arrangements politiques et économiques au Moyen-Orient. Il procède aussi à une comparaison du partenariat euro-méditerranéen et des arrangements régionaux du nouveau Moyen-Orient, d'une perspective arabe, pour essayer de saisir leurs répercussions sur le monde arabe. Nous nous appuierons, dans ce travail, particulièrement sur des références en arabe et pour une raison essentielle. Comprendre les représentations, les perceptions et les positionnements arabes à travers une analyse de la littérature arabe spécialisée en relations internationales, y compris lorsqu'il s'agit de stratégies d'acteurs internationaux États-Unis et régionaux Israël, Iran et Turquie. Chapitre 1 – Patrie arabe versus Moyen-Orient, singularité du système arabe. Le concept de système régional. Les relations internationales ont été dominées, jusqu'à la fin des années 50, par les 2 niveaux d'analyse de la politique internationale, à savoir le système international et l'État. La complexité des rapports internationaux et la prolifération des acteurs non étatiques ont poussé les spécialistes à prendre en compte un 3e niveau d'analyse intermédiaire, à savoir le sous-système ou le système régional. C'est le débat régionalisme contre globalisme, régionalisme versus globalisme qui a donné le coup d'envoi aux études régionales. Mais Leonard Binder est sans doute le premier à mettre l'accent sur ce niveau régional d'analyse. Juste un an après l'apparition de l'ouvrage de Morton Kaplan, Binder publie un article dans lequel il critique la généralisation de la dimension bipolaire. Dans cette étude consacrée au système régional moyen-oriental, en se référant aux particularités de cette région,
Binder a remis en cause l'extension universelle et la généralisation de la bipolarité qui ne peut expliquer des réalités régionales très différentes du système international dominant. La dynamique régionale au Moyen-Orient échappe, selon lui, à la logique du système bipolaire. Binder fut le premier à avoir utilisé le concept de système international subordonné, Subordinate International System, par opposition au système international dominant que représentent les acteurs les plus puissants de la scène internationale. Le système dominant est également appelé par David Singer et Melvin Small, sous-système central, par opposition au sous-système périphérique. Nous sommes donc en présence de 3 niveaux d'analyse de la politique internationale. Le niveau d'analyse dit macro, qui concerne l'étude du système international ou global. Le niveau dit micro, portant sur l'étude des acteurs, étatiques et non étatiques, pris individuellement. Et enfin le système régional qui représente un niveau d'analyse intermédiaire, à mi-chemin des 2 précédents, à savoir l'approche submacro. Le système international se fragmente donc en plusieurs sous-systèmes qui acquièrent une réalité, car les États et les peuples, spontanément, vivent la solidarité de leur destin et font une différence entre ce qui se passe à l'intérieur et ce qui se passe au dehors de leur zone géographico-historique. Ce niveau intermédiaire permet de mieux saisir les réalités régionales et par conséquent de réduire la complexité des interactions internationales en se focalisant sur une région bien définie. Il permet également de mieux cerner l'importance des interactions intra-régionales et d'étudier l'influence du système dominant sur les ensembles régionaux et vice-versa, d'autant plus que les régions ont parfois des dynamiques qui ne dépendent pas entièrement du système international. Malgré une certaine ambiguïté quant à la définition d'un système régional, nous pouvons retenir celle fournie par William Thomson. Le système régional est simplement un élément d'un large système avec ses particularités, c'est-à-dire une structure qui est perçue par les observateurs comme ayant des éléments en interaction, ou des relations et des frontières identifiables qui la séparent de son environnement. 3 critères ont été retenus pour définir un système régional. La proximité géographique, un critère principal d'identification d'un système régional, l'homogénéité entre les États d'une région dans divers domaines culturels, sociaux et économiques, la densité des interactions régionales dans divers secteurs. Certes, les États limitrophes n'entrent pas nécessairement dans des réseaux d'intégration importants entre eux, mais il est clair que le critère de la proximité géographique est incontournable. Il est en effet difficile de concevoir un projet d'intégration dans le cadre d'un sous-système entre des États éloignés. La fin de la guerre froide va en quelque sorte libérer davantage les régions et les puissances régionales de la mainmise rigide subie durant des décennies. La régionalisation et la globalisation sont 2 données de la nouvelle ère mondiale, même si la montée en puissance des particularismes perturbe, dans une certaine mesure, les rapports entre régionalisme et globalisme, en introduisant une 3e dimension, la fragmentation. Patrie arabe, monde arabe, 2 concepts, un seul espace. L'arabisme a imposé sa propre terminologie dans la littérature arabe. Pendant longtemps, l'expression al-Watan al-Zarabi, patrie arabe, était incontournable dans l'historiographie arabe. Elle avait été employée, dès le début du XXe siècle, par la pensée nationaliste unitaire, puis adoptée tout particulièrement par les mouvements et les régimes se réclamant du nationalisme arabe. On parlait même d'al-Watan al-Zarabi al-Kabir, la grande patrie arabe s'étendant du Golfe à l'Atlantique. Mais à partir du début des années 90, l'expression al-Zalam al-Zarabi, le monde arabe, prend le dessus. En fait, dans la littérature arabe, le passage de la notion de patrie arabe à celle de monde arabe ressemble beaucoup au passage de l'expression entité sioniste à celle des Israël. Cette évolution terminologique traduit une évolution politique notable dans la région. Nous remarquons aujourd'hui l'emploi de l'expression monde arabe dans des revues à tendance nationaliste, alors qu'auparavant elle était absente et même combattue. La différence entre patrie arabe et monde arabe est d'ordre idéologique. Ceux qui emploient la première estiment que les pays arabes constituent une unité extrêmement homogène, que l'unité arabe est normale et représente l'étape ultime d'une évolution pour mettre fin au morcellement issu de la colonisation. En revanche, l'usage de la notion de monde arabe met en évidence l'hétérogénéité des pays arabes, tout en reconnaissant les liens entre les populations arabes.
En fait, monde arabe est une notion neutre, vide de toute connotation idéologique, alors que celle de patrie arabe garde toujours une forte tonalité idéologique. Neutre et largement répandue, la notion de monde arabe est utilisée par des non-arabes comme par des arabes, sans que cela traduise une attitude idéologique, même si ce terme suppose un minimum de lien entre les populations de la région désignée. Ainsi, l'expression monde arabe, utilisée auparavant essentiellement dans la littérature occidentale, est largement admise dans les écrits, la presse et le discours politique arabe. Son emploi ne choque plus personne. Toutefois, l'expression patrie arabe n'a pas complètement disparu. Elle est toujours utilisée, et souvent sans connotation idéologique d'antan. Parfois, ces deux expressions sont utilisées comme synonymes. Il convient de souligner que les auteurs arabes qui publient des ouvrages ou des articles en Occident emploient dans leurs écrits la notion monde arabe. Le terme al-Watan, qui signifie pays ou patrie, est utilisé pour désigner les différentes parties territoriales formant le tout arabe. Comme substantif à ce terme, et à défaut d'autres termes, s'applique aussi bien à ces territoires particuliers inachevés qu'aux territoires arabes comme ensemble. Dans ce dernier cas, l'adjectif Arabie arabe l'accompagne automatiquement, ce qui donne al-Watan al-Zarabi, soit la patrie arabe dans son aspect spatial territorial. Avec le temps, cette expression est devenue très répandue, y compris dans les pays plutôt hostiles au panarabisme unitaire. Les nationalistes arabes, notamment les baptistes, ont inventé un autre terme, Qutria, territorialité et Qutri pour territorial, pour désigner les différents pays arabes, par opposition à Qaoumia qui englobe le tout arabe, d'où l'opposition qu'ils ont longtemps faite entre Al-Dawla al-Qutria al-Zarabiya, l'État territorial arabe, et Al-Dawla al-Wadawiya al-Zarabiya, l'État unitaire arabe. Auparavant, on a utilisé dans la littérature arabe le terme al-Bilad al-Sarabiya, c'est-à-dire le pays arabe ou le territoire arabe. Ce terme renvoie à un espace étendu ayant des spécificités les distinguant des autres territoires. On parlait aussi d'al-Bilad al-Islamiyya. Ces deux termes correspondent à peu près aux notions modernes de monde arabe et monde musulman. En fait, il n'existe pas de concept unanimement accepté pour désigner l'ensemble de la région arabe comme entité géographique. Ce qui montre que la personnalité géographique de cette région n'était pas claire, ni pour les populations concernées, ni pour l'extérieur. Cela n'a pas permis de forger un nom géographique propre. Al-Watan al-Zarabi est une expression composée d'adjectifs, Arabi, et de substantifs, Al-Watan, insistant plutôt sur la communauté arabe que sur un territoire géographique déterminé. La base territoriale de cette région n'a pas pris d'étendue constante dans l'histoire, et ne s'est pas forgée de façon claire jusqu'à nos jours. Plusieurs pays ont adhéré à la Ligue arabe, alors qu'ils n'étaient pas considérés auparavant comme étant arabes, Somalie, Mauritanie, Djibouti et îles Comores. La région arabe n'a pas constitué, à travers l'histoire, une seule entité politique. En fait, ce sont les considérations démographiques et politiques des communautés arabes qui déterminent les espaces géographiques de la patrie arabe. C'est la politique qui conditionne davantage la géographie. La géographie se définit selon la présence de la communauté humaine et selon ses dispositions. La patrie arabe est donc une expression subordonnée à la politique et à l'idéologie, et aux considérations humaines propres aux communautés arabes. Cette expression enregistre aujourd'hui un recul dans le discours politique, excepté chez les nationalistes unitaires, en faveur de celle de monde arabe avec toutes ses connotations, généralité, diversité géographique. Or, c'est précisément l'expression dont les partisans de l'unité arabe ont combattu la propagation pour en limiter l'usage. Mais depuis le début des années 90, notamment avec le cycle des conférences MENA, Middle East and North Africa, on utilise l'expression Moyen-Orient et Afrique du Nord. Cette évolution sémantique, hautement politique, est perçue comme une volonté d'effacer l'adjectif arabe. Pour notre part, nous entendons par monde arabe l'ensemble des pays membres de la Ligue arabe et qui partagent par ailleurs d'importants traits communs, sans que cela signifie une unité politique. Cependant, notre analyse se limitera le plus souvent aux acteurs les plus influents sur la scène arabe, qui ont orienté l'évolution de la politique interarabe. Délimitation de la région du Moyen-Orient,
et études appliquées au système moyen-oriental. La notion de Moyen-Orient, Middle East, a des origines anglo-saxonnes. Le premier concept à avoir été utilisé est celui de Proche-Orient, Near East, à l'époque des découvertes géographiques, début du XVe siècle. On considérait alors l'Inde et la Chine comme Extrême-Orient, Far East, alors que le Proche-Orient correspondait à la région de la Méditerranée orientale qui se situe entre l'Extrême-Orient et l'Europe. En France, on parlait du Levant pour désigner les côtes méditerranéennes de l'Empire ottoman. La notion de Proche-Orient a cédé sa place dans les ouvrages contemporains en faveur de celle de Moyen-Orient. Cette dernière, la plus fréquente et la plus ambiguë, a émergé avec l'évolution de la pensée stratégique anglaise. Elle apparut pour la première fois en septembre 1902 dans un article publié à Londres par l'amiral américain Alfred Mahan, théoricien de la puissance navale dans l'histoire. Mais l'auteur n'a pas donné de délimitation à la région en question. Au cours de la même année, Valentine Chiral, journaliste au Times, publia une série d'articles, octobre 1902 au avril 1903, sur la question moyen-orientale. Ces articles concernant la défense de l'Inde ont été publiés en ouvrage à Londres en 1903. En 1909, un autre ouvrage fut publié à Londres par Hamilton, Problème du Moyen-Orient. Ainsi, jusqu'en 1914, on a employé trois termes. Proche-Orient concentré sur l'Empire ottoman, Moyen-Orient sur l'Inde et Extrême-Orient sur la Chine. Après la Première Guerre mondiale, le concept de Moyen-Orient est utilisé pour désigner une partie de la région du Proche-Orient. On a même employé Proche-Orient et Moyen-Orient, de manière interchangeable, pour désigner la même région. La Seconde Guerre mondiale consacre l'usage du terme de Moyen-Orient dans le langage officiel. Les Anglais ont créé pendant cette guerre un dépôt de munitions, Middle East Supply Center, et un état-major du Moyen-Orient, High Command of the Middle East Force, responsable d'une région dont les frontières évoluent selon la géographie des combats. L'Iran en faisait partie à partir de 1942. L'Érythrée en était exclue en septembre 1941 puis réintégrée 5 mois plus tard. Au début des années 40, les Britanniques ont créé un comité chargé des affaires politiques, The Middle East Official Committee. L'émergence des États-Unis sur la scène internationale a élargi l'utilisation de cette notion dans les milieux officiels et universitaires. En 1951, le Foreign Office anglais affirme que la notion de Proche-Orient est officiellement supplantée par celle de Moyen-Orient qui comprend désormais Égypte, Syrie, Turquie, Irak, Iran, Liban, Israël, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar, Bahreïn, Mascate, Oman et le protectorat d'Aden. En somme, le concept de Moyen-Orient est le produit du XIXe siècle. C'est un concept stratégique inventé par les autorités britanniques pour qualifier une région, parmi les zones d'intérêt, contiguës au Golfe. Ce n'est qu'à partir des années 1940 que ce concept est utilisé par les analystes et les politiques occidentaux, sans qu'il ait un accord sur les frontières géographiques de cette région. Dans un article paru en 1959 dans le Bulletin du département d'État américain, Edsel Piercy écrit que la notion de Moyen-Orient est très ambiguë. Il souligne que le département d'État n'a pas employé ce terme dans l'organisation régionale de ses divisions, mais celui de Proche-Orient. Quand les directions du département ont reconnu le Moyen-Orient, cette région correspondait aux pays suivants. République arabe unie, Égypte et Syrie, Liban, Israël, Jordanie, Arabie saoudite et le reste de la péninsule arabique, Irak, Iran, l'ouest du Pakistan, Éthiopie, Soudan, Turquie, Grèce et Libye. La carte contenue dans l'article de Piercy a une double lecture. La première concerne les pays considérés comme des membres de la région. Égypte, Turquie, Israël, Jordanie, Syrie, Irak, Arabie saoudite, Yémen, Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït et Iran. La seconde concerne les pays qui ne sont pas acceptés de façon unanime comme membres de la région. Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Soudan, Éthiopie, Djibouti, Somalie, Afghanistan, Pakistan et Inde. Dans une seconde carte, l'auteur met en exergue le centre de la région dont la délimitation est généralement acceptée. Il a pris comme critère pour délimiter la région du Moyen-Orient la position intercontinentale entre trois continents, les ressources pétrolières, la région arabe, la religion. Toutefois,
Le découpage du Moyen-Orient, adopté par la littérature américaine, n'obéit ni à l'organigramme, ni au concept officiel du département d'État américain. Bien que le Moyen-Orient soit l'expression dominante, pour ne pas dire exclusive, dans le discours politique américain, le département d'État n'a pas pour autant renoncé à celle de Proche-Orient. Au contraire, il dispose toujours dans son organigramme du Bureau of Near Eastern Affairs chargé de la politique étrangère et des relations diplomatiques avec les pays suivants: Algérie, Bahreïn, Égypte, Iran, Irak, Israël, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Qatar, Arabie Saoudite, Syrie, Tunisie, Émirats Arabes Unis, Yémen et territoires palestiniens. Voir la carte ci-dessous. Ce département des affaires proche-orientales est divisé en bureaux régionaux: péninsule arabique et Iran, Égypte et Levant, Israël et Palestine, Irak et enfin Maghreb. Ce bureau prend en charge notamment les questions suivantes: le processus de paix, la prolifération, les réformes politiques et économiques. Source: http://www.state.gov/p/nea/si/. Selon l'Encyclopædia Britannica, le Moyen-Orient est l'espace qui s'étend généralement du Maroc au Pakistan. Cette région comprenait à l'origine la Turquie, Chypre, la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Iran, la Palestine, la Jordanie, l'Égypte, le Soudan, la Libye, les pays du Golfe et le Yémen. Mais elle a été étendue à de nouveaux territoires qui sont désormais inclus dans cet espace: Algérie, Maroc, Tunisie, Afghanistan et Pakistan. En somme, le Moyen-Orient est une région très difficile à cerner et à délimiter. Pour le département des affaires économiques du secrétariat de l'ONU, le Moyen-Orient est une unité géographiquement indéfinie. Du point de vue géographique, l'expression Proche-Orient a remplacé celle de Levant pour désigner cette partie de l'Asie qui couvre l'est de la Méditerranée et qui déborde sur l'Afrique et l'Europe. La presse française utilise généralement la notion de Proche-Orient. La presse arabe, comme la presse anglo-saxonne, emploie uniquement celle de Moyen-Orient. La difficulté de délimiter l'espace géographique moyen-oriental est évidente dans les différentes études faites sur la région. Prenons quelques exemples des délimitations proposées. Selon Stéphane Longrig et James Jankowski, le Moyen-Orient comprend Égypte, Soudan, Jordanie, Israël, Liban, Syrie, Turquie, Irak, Chypre, Iran, Arabie Saoudite, Yémen du Nord, Yémen du Sud, Oman, les monarchies du Golfe. Peter Mansfield identifie les pays suivants comme appartenant à cette région: Arabie Saoudite, Sud-Yémen, Nord-Yémen, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, Égypte, Irak, Israël, Jordanie, Liban, Iran, Soudan et Syrie. Pour Jean-Pierre Derriénic, qui estime lui aussi que la définition de cette région reste dans une certaine mesure arbitraire, le Moyen-Orient englobe Turquie, Égypte, Iran, les pays arabes d'Asie, Israël et Chypre. Suivant une démarche plutôt française, par opposition à la démarche anglo-saxonne, Georges Corme fait la distinction entre Proche-Orient et Moyen-Orient. Le Proche-Orient, qui a la commodité de la double précision géographique et ethnopolitique, comprend les pays en bordure orientale de la Méditerranée qui appartiennent à la Ligue arabe, Syrie, Liban, Palestine, Égypte et la Turquie. Pour ce qui est de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc, il préfère l'appellation géographique de l'Afrique du Nord. Concernant la péninsule arabique, le terme Moyen-Orient est jugé mieux approprié. L'Irak et la Jordanie forment une charnière entre l'Orient proche et l'Orient moyen. L'Iran, quant à lui, est intégré au Moyen-Orient. Enfin, Israël constitue, selon lui, un cas particulier et même les organismes internationaux ont du mal à le classer dans une région géographique. Le facteur qui fait la différence entre les deux Orients est la Méditerranée. Quant à Olivier Carré, il considère le Proche et le Moyen-Orient comme un ensemble qui comprendrait tous les pays arabes, l'Asie mineure turque, le plateau iranien, Afghanistan inclus. L'historiographie contemporaine pourtant traite à part le Maghreb et entend par Proche et Moyen-Orient, la Méditerranée orientale et son arrière-pays profond. L'Égypte en est une pièce importante. Il distingue l'Orient arabe de l'Orient non-arabe, turco-iranien, tout en insistant sur l'unité de l'ensemble proche et moyen-oriental, représenté par l'islam. Car malgré la présence d'importantes minorités chrétiennes et juives en Orient, arabes, turcs et iraniens, l'islam religion, culture, est certainement le facteur majeur d'unité du Proche et Moyen-Orient, ethniquement très divers.
Cette définition rejoint plutôt la délimitation anglo-saxonne, dans sa version large, du Moyen-Orient, notamment celle défendue par Nikki Keddie qui tient compte de la dimension musulmane. En dépit de son usage massif, la notion de Moyen-Orient demeure ambiguë et il n'y a pas de critères permettant de désigner cette région par une désignation géographique précise. Pour certains auteurs, le Moyen-Orient correspond au monde arabe excluant ainsi l'Iran, la Turquie, Israël, le Pakistan et l'Afghanistan. D'autres, au contraire, y intègrent ces 5 pays. Cette ambiguïté a suscité beaucoup de critiques. Pour Nikki Keddie, le Moyen-Orient est un terme géopolitique généralement utilisé pour désigner la région qui s'étend du Maroc à l'Afghanistan, qui est en fait une région musulmane. Relevant d'une vision eurocentriste, voire impérialiste, ce terme désigne une région qui se termine avec les mêmes frontières que le monde musulman, excluant les 3 grandes nations musulmanes, l'Indonésie, l'Inde et le Bangladesh. Selon Keddie, l'islam est le seul facteur qui puisse constituer une entité dans la région. Certes, excepté Israël, tous les pays du Moyen-Orient sont musulmans, mais les frontières de l'islam sont plus larges. L'islam s'étend jusqu'aux républiques musulmanes d'Asie centrale et au Xinjiang, Chine, à l'est et à l'Afrique occidentale, Sénégal, à l'ouest. De leur côté, des auteurs arabes refusent le concept de Moyen-Orient parce qu'ils divisent, selon eux, la patrie arabe en 2. C'est un concept stratégique qui reflète les intérêts des puissances étrangères. Mais ils ne proposent pas d'autres notions pour qualifier la région dans laquelle se trouvent des États non-arabes, Iran, Turquie et Israël. Leur attitude a cependant évolué, comme nous le verrons dans les chapitres suivants. Il existe en effet une acception graduelle de ce concept dans la littérature arabe. La rigidité idéologique de la guerre froide et le panarabisme unitaire avaient conduit à son rejet. Ce concept de Moyen-Orient, difficile à cerner, est révisé depuis 1990, nous y reviendrons dans le 5e chapitre. Les études concernant le système régional moyen-oriental sont nombreuses. Nous avons choisi celles de 8 spécialistes de la région, ayant marqué les études régionales dans les années 70, qui fournissent des identifications divergentes, ce qui confirme l'ambiguïté de la notion de Moyen-Orient. Avant d'examiner ces identifications, nous évoquerons d'abord la définition proposée par James Piscatori et R. Ramazan qui ont identifié le système moyen-oriental à partir de 3 critères, la géographie, la culture et l'histoire. Pour eux, Israël constitue une exception. C'est pourquoi ce pays est exclu du Moyen-Orient qui comprend 18 États arabes, Algérie, Bahreïn, Arabie Saoudite, Égypte, Qatar, Émirats Arabes Unis, Koweït, Oman, Maroc, Tunisie, Libye, Soudan, Liban, Syrie, Irak, Jordanie, Nord-Yémen, Sud-Yémen, l'Iran et la Turquie. Les 8 auteurs distinguent 3 catégories d'États appartenant au système moyen-oriental. États noyaux, non-noyaux et périphériques. Certains spécialistes utilisent d'autres termes comme hors-cercle ou frange pour désigner les États périphériques. Le tableau ci-après révèle le grand désaccord sur la constitution des différentes catégories et montre une évolution chez certains spécialistes. Mais quels sont les critères d'identification retenus par ces auteurs ? En formulant sa liste, Leonard Binder tient compte de l'existence d'une opposition religieuse au nationalisme, de la brièveté de l'expérience coloniale et de la position géographique comme critères d'identification. En désignant les États par noyau, périphériques et hors cercle, Michael Brecher prend en considération l'implication de l'État concerné dans le conflit arabo-israélien, selon la perception des décideurs israéliens. Même chose pour Yair Evron qui a pris la confrontation dans ce conflit comme critère. L'étude de Pearson, quant à elle, se fonde sur l'analyse des événements, notamment la participation active à la politique régionale, mais la période étudiée est très courte, 1963-1964. Louis Cantori et Steven Spiegel désignent les États comme noyaux, à partir du niveau de la cohésion ou de la combinaison de l'homogénéité et de l'interaction. En présentant sa liste, Michael Hudson classe les acteurs du Moyen-Orient en 2 groupes, la Méditerranée orientale avec le croissant fertile, le Golfe avec l'océan Indien selon leurs capacités relatives. Hudson, comme Evron, pense qu'il y a des regroupements sous-régionaux à base géographique ayant des orientations et des modèles d'interaction distincts. Enfin, William Thomson qualifie les États membres du système de noyaux, étude de 1970, mais dans celle de 1976, il ajoute à sa liste 6 nouveaux États.
L'absence d'un critère objectif permettant de délimiter l'espace moyen-oriental est à l'origine de cette divergence. Concernant l'identification des acteurs noyaux et périphériques, la divergence des points de vue est évidente. Les États membres considérés comme noyaux chez un auteur appartiennent pour un autre à d'autres régions. Warnerfeld considère la Turquie et Chypre comme des membres hors cercle de l'Europe de l'Ouest. Brands, quant à lui, considère le Pakistan comme membre du système sud-asiatique. Pour William Zartman, les pays arabes de l'Afrique sont membres à la fois du système africain et moyen-oriental. Il s'agit là d'une multi-appartenance régionale. Quant aux auteurs arabes, qui rejettent le concept de Moyen-Orient, ils opposent un système régional arabe, jugé plus adéquat et représentant mieux les interactions et les relations entre les États arabes, au système moyen-oriental. Ce système comprend tous les pays du Golfe à la Mauritanie, membres de la Ligue arabe, qui sont liés par la géographie, la langue, la culture et l'histoire. Un consensus semble se dégager quant à certains facteurs constituant les traits communs de cette région. L'islam, tous les pays sont musulmans excepté Israël, la diversité ethnique, la présence de fortes minorités, l'absence de démocratie et la crise de légitimité excepté Israël et la Turquie, le poids des militaires dans la vie politique, la crise d'intégration économique, le déséquilibre démographique, les pays les plus riches sont les moins peuplés, le sous-développement excepté Israël et la Turquie, des réserves pétrolières importantes, un surarmement, des oppositions nationalisme-religion, dans le monde arabe, en Turquie et en Iran. Identification du système régional moyen-oriental. Source. Ce tableau a été établi à partir de 2 tableaux, l'un pris chez William Thomson, Delimiting Regional Subsystems, Visi Network and the Middle Eastern Case, International Journal of Middle East Studies, volume 13, numéro 2, mai 1981, page 215. L'autre chez Jamil Mattar et Ali Hilal, Al-Nizam Ali-QLI accent circonflexe M-I accent circonflexe al-Arabi, Dirasa FT accent circonflexe al-Alaka al-Siyakiya al-Arabiya. Le système régional arabe. Études dans les relations politiques arabes, 5e accent aigu D, Beyrouth, CEUA, 1986, page 32. Émergence de la pensée nationaliste arabe. Le nationalisme arabe puise ses origines à une époque où se dessine un mouvement pan-islamique, de résistance à l'impérialisme occidental. 2 mouvements distincts mais qui, à l'origine, se confondent plus ou moins. Mais avec le Syrien Abderrahman al-Kawakibi, 1842 à 1902, l'idée de l'arabisme commence à se démarquer du réformisme musulman. Le pan-islamisme du XIXe siècle est un mouvement réformiste, moderniste et salafiste, dirigé par Jamal Eddin al-Afghani, 1838 à 1897, et son disciple l'Égyptien Mohamed Abdou, 1849 à 1905, prônant l'unité de la communauté musulmane et la lutte contre le colonialisme. Au même moment, une autre idée fait son chemin, celle de la nécessité d'un leadership arabe de l'islam pour le sortir de la décadence, développée par Kawakibi avec qui le pan-islamisme se colore d'un arabisme fondé sur la supériorité de la langue sacrée. Kawakibi appelle à un retour du califat aux Arabes qui leur assigne ainsi un rôle de catalyseur de l'oumma islamique. En plus de ces 2 thèses, pan-islamique et arabo-islamique, il y avait une autre thèse laïque, développée par des auteurs syriens et libanais comme Ibrahim al-Yazii, 1800 à 1871, et Neji Bazouri, 1870 à 1916, qui sépare le nationalisme de la religion. Azouri appelle ouvertement, dès le début du XXe siècle, à l'indépendance par rapport à l'Empire ottoman et à la création d'un État arabe. À cette époque-là, l'arabisme n'était pas la seule forme de nationalisme à caractériser le monde arabe, des nationalismes locaux se développaient. En Égypte, qui avait connu en 1882 la révolution, du général Ourabi, rapidement évincé du pouvoir par les Anglais, Mustapha Kamil 1874 à 1908, et Lutfi al-Saïd 1872 à 1963, développe des conceptions patriotiques et le thème de la nation égyptienne en s'opposant aux Anglais et en se prononçant contre le pan-islamisme. Dans le Hijaz, Arabie saoudite, un nationalisme non panarabe se développe. Abdulaziz ibn Saoud n'a jamais envisagé le califat, même après avoir pris les lieux saints aux Hachémites. Il avait pour but un État territorial dans la péninsule arabique.
Un État qu'il établira lorsqu'il chassera définitivement Chérif Hussein de la Mecque en 1924. La pensée nationaliste arabe se détache progressivement, dès le début du XXe siècle, du sentiment islamique. À la fois, inspiré et contestataire d'une renaissance islamique, le mouvement national arabe prend ses distances pour affirmer son arabisme. À la veille de la Première Guerre mondiale, l'idéal panarabiste se démarque du projet panislamique et la revendication d'un État arabe indépendant devient le mot d'ordre. Abdelhamid Zaroui, président du Congrès arabe de Paris, juin 1913, déclare que l'idée centrale est l'union de tous les Arabes, et que le lien religieux a toujours été incapable de créer l'unité politique. L'idée d'Al-Watan al-Zarabi, la patrie arabe, qui s'est forgée dès le début du XXe siècle, n'a commencé à dominer les écrits arabes qu'entre les deux guerres. Ce passage à la patrie arabe est la conséquence de l'apparition de la notion de nation arabe, qui s'est forgée au fil des ans et qui a pris une réelle dimension au début du siècle. Lors du Congrès de Paris, on parlait déjà de la nation arabe et de ses droits spoliés. En fait, il y a une sorte d'imbrication entre les trois notions, patrie arabe, nation et nationalisme arabe, dans la mesure où elles sont apparues l'une après l'autre, constituant ainsi les trois piliers d'un tout arabe. Le nationalisme arabe, qui s'inspire de l'existence d'une seule nation, vise l'unification de celle-ci en une seule entité. Il constitue, en quelque sorte, le passage entre la nation et l'unité arabe. Il est le soubassement idéologique de la nation arabe, alors que la patrie arabe est son soubassement géographique. À la veille du premier conflit mondial, la revendication d'un État indépendant unifiant la Grande Syrie et la péninsule arabique a fait son chemin. La révolte arabe de 1916 et l'éphémère royaume arabe indépendant, 1919 à 1920, de Faisal, fils de Chérif Hussein, en Syrie, allait donner une grande impulsion au nationalisme arabe. Mais les accords Sykes-Picot, 1916, divisant la région entre Anglais et Français, ont mis fin aux aspirations des nationalistes arabes et au projet du grand royaume dont rêvait Hussein. Les Britanniques n'ont pas respecté leurs engagements pris dans les correspondances Hussein-McMahon, juillet 1915 au janvier 1916, et ont utilisé Hussein contre le sultan ottoman. Déjà en gestation, la conscience nationaliste se forge donc par opposition à l'Empire ottoman et à la domination occidentale. Le nationalisme arabe semble prendre son réel départ à la veille de la disparition de l'Empire ottoman, lorsque les jeunes Turcs entament leur révolution nationaliste, coup d'État constitutionnel de 1908. La politique du renforcement du contrôle central a engendré une turquisation suscitant des réactions parmi les nationalistes arabes qui, à cette époque-là, ne revendiquaient pas encore explicitement un État arabe indépendant, mais des réformes substantielles. La turquisation a suscité l'hostilité des Arabes qui se révoltent en 1916 contre l'Empire. Ainsi, l'arabisme pro-anglais et anti-ottoman a fait perdre à l'ottomanisme tout contenu. Le pantouranisme sera une perspective impériale de rechange pour les jeunes Turcs au pouvoir. En ce sens, l'arabisme, conditionné par la turquisation mais aussi par la colonisation, conditionne à son tour le pantouranisme et par conséquence le nationalisme turc, le dernier à naître de la décomposition de l'Empire ottoman avec le nationalisme kurde. Le nationalisme de Mustafa Kemal, Atatürk 1881-1938, s'inscrivant dans l'optique de l'État-nation territorialisé en rupture avec le pantouranisme impérial, conduira à l'abolition du califat, mars 1924, et à la proclamation de la République en Turquie. Il donnera ainsi une impulsion à l'arabisme. Quelques années avant l'abolition du califat, la question de la Palestine et la lutte contre le sionisme supplantent progressivement la lutte contre l'Empire moribond. Après la fin de l'épisode ottoman, la pensée nationaliste sera donc marquée par deux événements majeurs, la pénétration coloniale, le projet d'un État juif en Palestine et la création par la suite d'Israël. La portée émotionnelle de ces deux traumatismes a fait que la constitution d'une nation arabe puissante et homogène est considérée comme le seul et unique remède pour y faire face. La déclaration Balfour, de novembre 1917, par laquelle la Grande-Bretagne s'est engagée à établir un foyer national pour le peuple juif en Palestine, va largement contribuer à l'affirmation de la conscience politique arabe. Au Congrès de Jérusalem 1931,
les nationalistes arabes du Mashrek et du Maghreb parlaient de l'Union arabe comme la solution majeure contre le défi sioniste. Limité auparavant au Mashrek, le thème de l'unité arabe est désormais évoqué au Maghreb, où les réformistes musulmans entretenaient déjà des rapports étroits avec Chekib Arslan 1869 à 1946, disciple de Rachid Rida, qui ne distinguait pas vraiment le nationalisme arabe de l'islam. L'Algérien Hadj Messali écrit en 1932 que les Arabes jettent leur regard dans l'océan Atlantique d'un côté et l'océan Indien de l'autre. L'unité arabe est donc une réalité actuelle et une réalité historique. Selon le Marocain. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.